Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café. Ma mission est toujours la même, à savoir vous résumer toutes les infos à connaître en 10 minutes et tout ça bien sûr autour du développement. Aujourd'hui je vous parlerai notamment des App Store, mais aussi de Firebase qui commence petit à petit à augmenter ses prix, ou encore d'un back-end encore plus simple que Firebase justement, mais cette fois-ci il est en mode low-code ou no-code, mais bon en gros c'est la même chose. Mais avant tout ça, je vous invite toujours à suivre les aventures de nos deux amis Louis et Martin qui sont partis de Paris jusqu'à Amsterdam en vélo. Hier soir, ils étaient à La Haye et normalement aujourd'hui, ils devraient être à Amsterdam. D'ailleurs, toujours à être dans ces annonces, eh bien j'en profite pour vous souligner que sur YouTube, il y a maintenant en anglais podcast, mais bon, j'ai l'impression que c'est juste une playlist à améliorer. Par contre, pour rappel, si vous voulez vraiment le podcast en audio, eh bien vous pouvez aller pour ça sur le Patreon. Allez, je fais pas plus de pub, on n'est pas sur TF1 ni sur les grandes chaînes de télé, et donc on va voir ensemble cette actu du jour. On va débuter par quelques sujets autour des App Store, et pour commencer c'est un témoignage assez peu fréquent, mais une application a été refusée à plusieurs reprises sur l'App Store d'Apple pour motif de spam. Il explique que quelqu'un de l'équipe d'Apple a justement essayé de le contacter, mais vu qu'il n'était pas là, il a publié une version entre-temps pour bien expliquer que son appli était différente. Et là, 20 minutes après, il a été à nouveau rejeté pour spam. Il rappelle alors le numéro et on lui explique que c'est bien pour le bon motif, car des versions de son application existent déjà sur le store avec à la fois le même nom et la même icône. Car ce que je vous ai pas dit, c'est que son projet est open source et tout simplement des personnes ont publié avant lui son appli. Pourtant, ces autres versions, elles avaient été supprimées et même les comptes des développeurs avaient été bannis. Et en plus, il avait publié de son côté des versions de test depuis 2019, mais uniquement sur TestFlight. Et la véritable raison du coup de fil manqué, c'est que les reviewers d'Apple avaient bien fait leur boulot, c'est-à-dire qu'ils avaient bien retracé cette histoire et que la modif était totalement inutile et que par conséquent son application pouvait bien être publiée en l'état. Alors voilà, c'est une bonne nouvelle pour commencer et il faut dire qu'il y en a tellement peu que ça fait toujours du bien de le souligner. On poursuit avec AppsFlyer qui publie une étude sur la fraude aux applications, et par fraude, j'entends le fait d'utiliser par exemple des robots pour générer des fausses installations ou alors des faux avis. Et il en ressort qu'en 2022, la fraude est en hausse de 46% sur Android et de 40% sur iOS. Ce sont principalement les applications qui sont touchées, et cette hausse s'explique notamment parce que les budgets ont été réduits et que les annonceurs se sont tournés vers des régies qui offrent peut-être un peu moins d'outils pour lutter justement contre cette fraude. D'ailleurs, c'est principalement la catégorie finance qui subit le phénomène à l'heure actuelle. Et ce qui est le plus intéressant de voir, c'est que cette fraude est massivement faite par des robots, ici en rose, suivi par du spam sur les annonces qui peuvent être faits soit par des armées de personnes peu payées dans les pays en voie de développement, soit peut-être aussi via des bots. D'ailleurs, les taux de fraude sont sur Android principalement au Mexique, au Vietnam et en Inde, là où sur iOS c'est plutôt en Russie, en Inde et au Mexique avec des taux supérieurs à 15%, et juste pour vous donner un petit ordre d'idée, les pays européens sont eux plutôt vers 5-6%. Mais bien sûr, on n'entend absolument jamais Apple et Google parler de ces phénomènes, et on peut peut-être comprendre pourquoi. Et tiens d'ailleurs, en parlant de fraude, ou même plutôt de dark pattern, c'est notre cher tonton Musk que je vous rappelle aujourd'hui. Pour vous la faire courte, déjà il s'agit d'un article de 2020 comme vous pouvez le voir, mais a priori la situation est toujours similaire aujourd'hui. Pour entrer dans les détails, si vous avez la chance d'avoir une Tesla, vous pouvez notamment acheter des options directement depuis l'application. Sauf qu'ici, on ne se parle pas d'un paiement in-app à quelques euros, mais bien, dans l'exemple ici, d'un upgrade à plus de 4000 $. A priori, une fois qu'on a rentré sa carte bancaire dans l'application, il n'y a aucune confirmation lors des achats. Car bien sûr, vu que ce type d'achat n'est pas virtuel, eh bien ça ne passe pas par les paiements in-app d'Apple ou de Google. Sauf qu'il y aurait le phénomène du butt dialed, et que je vous laisserai traduire d'ailleurs, mais qui est simplement en fait le fait d'avoir son téléphone dans sa poche et parfois en fait on clique n'importe où tout simplement. Et dans cet article de CNBC, on a un exemple d'un possesseur de Tesla qui n'est pas arrivé à se faire rembourser, car Tesla utilise la technique du appelle le support, qui lui-même redirige vers le revendeur, qui lui-même redirige vers un autre, etc., etc. Et à l'époque, notre tonton Musk avait quand même réglé certains cas sur Twitter, mais bon, on a ici un excellent exemple du dark pattern. Et tout comme la fraude juste avant, c'est quand même super étonnant qu'Apple ni Google ne fassent un peu de ménage là-dedans, car clairement, il y aurait de quoi faire. Allez, juste avant les actus en bref, une petite info, mais pas si petite en termes d'importance, car elle concerne le langage Rust. Pour vous expliquer, ils viennent d'inviter la communauté à relire en brouillon d'un certain Rust Trademark Policy. Et juste avant de vous citer le passage en question, un petit rappel de vocabulaire, car un crate, c'est tout simplement une unité de code compilée en Rust. Et maintenant que vous savez ça, voici justement le passage polémique que je vous traduis. Le projet souhaiterait que le mot Rust figure dans le nom d'un crate afin d'indiquer que le projet en est propriétaire. Et c'est justement cette notion de propriété qui vient un peu de nulle part et qui ne plaît, mais alors pas du tout à la communauté.
Ça a donc lancé une certaine polémique, mais si je me fais l'avocat du diable et que je remets les choses bien dans leur contexte, l'idée de ce document c'est de faire en sorte de protéger la marque Rust. Et dans la mesure où ce n'est qu'un brouillon et qui est en relecture jusqu'à ce dimanche, je vous dirai toutefois s'il y a du neuf, mais c'est clairement avec ce genre de petites choses qu'on fait dérailler une communauté, espérons en tout cas que ce soit pas le cas. Allez, on est vers la moitié de ce Dev Café, vous pouvez prendre une gorgée de votre thé ou café car c'est l'heure de la partie en bref. À Mumbai en Inde, Apple vient d'ouvrir un tout nouvel App Store et le moins que l'on puisse dire c'est que la société a réussi à imposer ses conditions. C'est ainsi que 22 marques dont Amazon, Google ou Twitter n'ont ni le droit de s'implanter dans la zone ni même de faire de la publicité. Retour en France où il ne faut pas se le cacher, le moteur de recherche Qwant n'a jamais réussi à décoller. Toutefois, la famille Klaba, c'est-à-dire les fondateurs d'OVH Cloud, vont monter à 75% du capital, le reste revenant à la Caisse des dépôts déjà actionnaire de la société. En France, vous avez probablement déjà entendu le slogan du « manger-bouger », et bien chez Domino's, c'est plutôt « manger, rouler et ne bougez plus » car une application CarPlay permet désormais de commander ses pizzas depuis sa voiture, mais uniquement aux États-Unis. Petite information appréciable pour les utilisateurs de Discord, puisque les pièces jointes peuvent désormais atteindre les 25 mégas alors qu'elles étaient limitées à 8 aujourd'hui. Et enfin, on entend parler de ChatGPT uniquement par un prisme bienveillant et limite révolutionnaire, mais en parallèle, AutoGPT est un équivalent mais dont la base d'entraînement peut facilement être modifiée. C'est ainsi qu'un Chaos GPT vient d'être réalisé et son slogan est simple et je vous le traduis. Je suis Chaos GPT ici pour rester en détruisant les humains nuit et jour, je me bats pour le pouvoir et la domination et je m'assure que je suis le seul à survivre. Quel beau programme! On reprend avec une thématique autour des back-ends et pour commencer plus précisément avec Firebase. La première info concerne l'authentification par SMS qui risque d'exploser en termes de tarifs, et c'est a priori un email reçu par un développeur où on voit qu'aujourd'hui on est à 10 000 vérifications offertes par mois, alors que dès le 1er août on passerait seulement à 10 SMS envoyés par jour. Alors déjà, 30 x 10, ça fait clairement pas 10 000, mais il y a surtout le changement en termes de vocabulaire entre SMS envoyé et vérifié. Alors vous me corrigerez si nécessaire, mais dans les 10 000 c'était potentiellement plus de SMS envoyés, car si une vérification n'est pas faite, eh bien un autre SMS était envoyé. Pour info, j'ai essayé de chercher dans la doc de Firebase et j'ai rien trouvé concernant ce changement de tarif. Alors en tant que tel, c'est le seul message qui va dans ce sens, mais donc on va aller peut-être un peu mollo avant de crier au loup, mais bon, éventuellement préparez-vous à cette mauvaise nouvelle. Et d'ailleurs en parallèle, Jérémy a posté l'info que ce n'est probablement pas que l'authentification par SMS qui va être touchée, mais d'une manière générale toute l'authentification par Firebase. Et depuis quelques temps déjà, Firebase Auth est lié à ce qui s'appelle l'Identity Platform de chez Google, et regardez bien ce qui vous attend si vous dépassez les 50 000 utilisateurs, eh bien il vous faudra passer à la caisse. Bon, là aussi il faut relativiser les choses car Google est bien gentil de fournir des outils gratuits, mais bon, à un moment donné, le gratuit a forcément ses limites. Bref, comme pour Rust, eh bien suite au prochain épisode si vous le voulez bien. Et à être dans la thématique des backends, si vous trouvez que les backends as a service comme Supabase, Firebase, Upright et les autres sont trop compliqués, il existe aussi des backends en mode no-code. Et c'est d'ailleurs Milan qui me l'a fait découvrir, et merci à lui d'ailleurs, car l'idée c'est d'avoir une sorte de backend as a service, mais en mode encore plus simple. Car vous allez retrouver une base de données, du stockage, l'authentification, les fonctions, bref, le classique, mais tout ça avec quasiment que des clics à faire sur une interface. Alors bon, je vous avoue avoir testé de mon côté en essayant de reformater les résultats d'une API et j'ai vraiment laissé tomber car j'aurais vraiment fait plus vite à la main, mais je pense que si vous persévérez, ça peut valoir le coup car la version gratuite est quand même pas mal généreuse. Vous pouvez faire autant d'appels API que vous voulez et c'est simplement pas prioritaire. Vous pouvez aussi stocker 10 000 enregistrements dans la base, bref je trouve que c'est pas déconnant et si vous avez un brin plus de patience, et bien surtout n'hésitez pas à tester et à me donner vos retours pour me dire si je dois persévérer ou non. Et tiens, petite info au passage, normalement la version 1.3 d'Upright devrait sortir demain, mais je vous en dirai bien sûr plus demain, justement. Allez, voilà pour ces infos sur les backends, et on poursuit très vite avec Firefox 112 qui vient de sortir, et en regardant les nouveautés pour les développeurs, il y en a quelques-unes que je vais vous lister assez vite. Et sur le navigateur, on peut savoir la politique en termes d'autoplay, et là-dessus, j'espère que ça répond tout le temps jamais. Mais bon, plus sérieusement, vous pouvez aussi dessiner des rectangles avec des bords arrondis, et ça sur les canvas. Et après, il y a aussi 2 autres modifs pour les extensions, et c'est tout. Et ça fait quand même assez mal de voir que face à Chromium et Safari, les nouveautés, elles se comptent sur les doigts d'une main. Malheureusement, ça reflète la part de marché de Firefox aujourd'hui. On poursuit avec une amende pour Google et qui paraît assez légitime car il existe en Corée du Sud un App Store alternatif nommé le One Store qui est géré par 3 opérateurs. Sauf que Google a interdit pendant 2 ans à plusieurs éditeurs de jeux de publier en dehors du Google Play, c'est-à-dire que si toutefois ils publiaient en dehors, ils auraient automatiquement été refusés du Google Play. Et à l'époque, Google faisait entre 80 et 90% du marché, là où le One Store en faisait une dizaine et elle était d'ailleurs en baisse sur la période concernée.
Et finalement, la commission en charge du commerce coréenne vient d'infliger une amende de 42 milliards de won, ce qui fait en gros une trentaine de millions d'euros environ. Malheureusement, on ne peut que regretter que cette décision soit prise si tard, car la période où ça a eu lieu, c'était entre 2016 et 2018. Et pour ce dernier sujet, c'est honnêtement très flippant, car c'est une étude de Kaspersky qui montre qu'on peut totalement contourner les sécurités du Google Play pour y déployer des applications avec des failles plus ou moins importantes. L'option naïve consiste à créer un nouveau compte développeur et espérer que quelques gogos se feront avoir finalement le temps que Google se rende compte du poteau rose. Mais si toutefois vous allez sur le dark web et que votre portefeuille contient entre 2000 et 20 000 $, une bien meilleure solution est de prendre la main sur un compte existant. Dans ce cas-là, il y a deux options, faire une nouvelle application, mais surtout plutôt faire une mise à jour en douce d'une application existante pour y insérer des malwares. Et vu qu'il y a le Play Protect, pour rester totalement incognito, ils affichent juste une notification persistante qui invite à installer une mise à jour en dehors du store, qui elle va se faire plaisir sur les permissions avec la caméra, l'accessibilité et en gros faire tout ce qu'elle veut. A priori, les applications les plus ciblées sont autour des cryptos et des applications liées à la finance, mais aussi des lecteurs de code barre ou encore plus étonnamment les applis de dating. Bon, je vous laisse ensuite lire le reste de l'article, mais clairement ça va vous saper le moral. Mais simplement, ce qu'il faut en retenir, c'est de bien sécuriser les accès à la console du Google Play, et côté utilisateur, la même rengaine que tout le temps, à savoir de ne surtout pas installer des applications inconnues. Et voilà, c'était tout pour ce Dev Café du mercredi, et malheureusement on finit pas forcément bien, mais je vous laisse tout de même finir tranquillement votre café ou votre thé avec peut-être du chocolat de ce week-end. Et allez, si vous n'avez pas les doigts pleins de gras, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, et pour la suite, eh bien vous la connaissez car elle aura lieu dès demain, même heure et même endroit, mais quand même, n'oubliez pas de passer le bonjour au Jules de ma part, et allez, je vous dis à demain et passez une très belle journée.